Un nouveau défi, de nouvelles menaces et cette fois Vladimir Poutine ne mâche pas ses mots en Ukraine. Selon le président russe, nous n'avons encore rien vu. Écoutez. Chacun doit savoir que nous n'avons pas encore commencé les choses sérieuses. En même temps, nous ne refusons pas les négociations de paix, mais ceux qui les refusent doivent savoir que plus longtemps ils refuseront, plus il leur sera difficile de négocier avec nous. Voilà, les choses ont au moins le mérite d'être claires. Pour en parler, Xavier de Giacomoni, bonjour, grand reporter LCI. Merci d'être avec nous. Vincent Hugeux, qu'on ne présente plus, grand reporter spécialiste de politique internationale. Yves Bertoncini, bonjour. Merci de nous avoir rejoints, consultant en affaires européennes, président du mouvement européen France. Et Anne Kratz, qui est toujours avec nous. Merci d'être là, docteur en histoire, senior fellow à l'Institute Open Diplomacy. Je vais poser une question toute bête pour commencer. Xavier, ça veut dire quoi en Ukraine? On n'a encore rien vu. Ça veut dire que pour le président Poutine, la guerre ne fait que commencer. Pourtant, elle dure depuis 4 mois et demi déjà. Les Russes ont repris en grande partie le blast de Louhansk, mais visiblement, l'objectif est beaucoup plus large. Il a été rappelé d'ailleurs récemment par le vice-président du Conseil de sécurité, à savoir dénazifier l'Ukraine, exactement ce que disait Vladimir Poutine au début de la guerre, installer un gouvernement favorable à la Russie à Kiev, et puis occuper tous les bords de la mer Noire, jusqu'à la frontière avec la Roumanie pour contrôler totalement ce qui peut entrer et sortir de l'Ukraine, car la guerre est à la fois militaire, bien évidemment, on le voit, et puis économique aussi, asphyxier l'Ukraine pour ne plus lui permettre de se défendre. Les choses sérieuses n'ont pas commencé. C'est quoi? C'est un constat, c'est un avertissement, c'est une menace, Vincent Hugeux? Quand vous reprenez le film des déclarations, discours, interviews de Vladimir Poutine depuis le déclenchement de l'agression, vous avez comme ça une succession de rodomontades, de mises en garde, avec à chaque fois un coup de billard à 3 bandes. C'est-à-dire qu'au premier degré, on s'adresse aux étrangers, à l'ennemi, à l'Occident collectif, pour reprendre la vulgate en vigueur au Kremlin, donc menaces, attention. Et puis, on s'adresse aussi à l'opinion russe, puisque, en dépit des succès incontestables, quoique laborieux, des dernières semaines, notamment dans le Donbass, là, on est dans une phase de pause opérationnelle, comme disent les militaires, c'est-à-dire qu'à l'évidence, les Russes ont besoin de reconstituer leurs forces matérielles et humaines pour peut-être lancer une offensive plus ambitieuse pour conquérir donc Kramatorsk et Sloviansk, qui sont les 2 bastions qui demeurent contrôlés aujourd'hui par les Ukrainiens. Donc voilà, je ne dis pas qu'il faut minimiser ou sous-estimer le caractère périlleux de ce type de mise en garde, mais j'inscris ça quand même dans une continuité rhétorique dont on a été les témoins depuis maintenant près de 5 mois. Anne Kratz, ces déclarations, elles interviennent dans un contexte un peu particulier. D'abord, il y a cette réunion préparatoire du G20 en Indonésie et on l'a vu ce matin, c'est très compliqué puisque, par exemple, le ministre des Affaires étrangères russe a quitté la salle lorsque son homologue ukrainien a pris la parole. Elles interviennent aussi dans un climat particulier pour les opérations militaires. La Russie a confirmé hier, on l'évoquait hier matin ici même d'ailleurs, une pause opérationnelle de son armée. Vous, qu'est-ce que vous comprenez des propos de Vladimir Poutine ? Je ferai 2 remarques. Je me concentrerai sur la partie qui est moins hallucinante, c'est-à-dire qu'il mentionne quand même, comme le dit votre titre, qu'il veut négocier. Donc ça peut indiquer qu'il se rend compte lui-même de la faiblesse potentielle de son armée vis-à-vis de la résistance ukrainienne héroïque. Ou de son avantage dans le rapport de force en cours sur le terrain avec l'Ukraine, parce qu'on dit souvent, ou on entend dire souvent, que pour négocier, il faut être en position de force. Bien entendu, il faut être en position de force, mais l'idée même de négocier à ce stade pour Poutine, en admettant qu'il veuille le faire, voudrait dire qu'il serait obligé de amenuiser ses objectifs. Parce que négocier maintenant, ça serait le Donbass, et puis Kherson, et puis c'est tout. La deuxième remarque que je ferais, c'est que rendre l'Ukraine un pays qui n'aurait aucun accès à la mer,
en prenant Odessa, ça me paraît quelque chose d'extrêmement difficile, étant donné l'état des forces russes, d'après ce qu'on en sait, et surtout, étant donné la défense d'Odessa qui a été planifiée depuis très longtemps de la part des Ukrainiens, et surtout parce que les Américains, à mon avis, ne laisseront jamais faire ça. Ils ne laisseront jamais l'Ukraine devenir un pays qui n'a aucune ouverture sur la mer. Pour le moment, c'est le cas quand même avec le blocus maritime d'Odessa. De toute façon, de facto, il empêche notamment, on parle souvent de ces 20 millions, 22 millions de tonnes de blé, de céréales qui sont bloquées dans les silos dans le port. Il a été bloqué aussi par les Ukrainiens, oui, aussi, pour empêcher un débarquement amphibie. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que l'activité économique de l'Ukraine est en récession totale. La Banque mondiale parle de 45 à 50% de baisse du PIB. Enfin, ça, c'est une conséquence de la guerre à laquelle il faut malheureusement s'attendre. Mais je répète, je pense que le gouvernement américain, d'après tout ce qu'on sait, ne pourra pas laisser Odessa tomber aux mains des Russes et n'acceptera jamais que l'Ukraine devienne un pays sans ouverture sur la mer. Donc, on en est là. Je pense que Poutine le sait. Et c'est peut-être pour ça qu'il parle de négociations. Mais comme disait monsieur tout à l'heure, ce sont des rodomontades. Mais là, on ne peut pas les ignorer. On ne peut tout simplement pas les ignorer. Avant de retrouver le colonel Pierre Dejon qui nous attend, même question Yves Bertoncini, est-ce que c'est un début de demande de négociation? Est-ce que Vladimir Poutine se dit je contrôle désormais à peu près 20 à 25% du territoire ukrainien avant le début de cette offensive le 24 février dernier. Maintenant, il est temps de s'asseoir à la table des négociations, ce qui voudrait dire que l'objectif militaire russe, en tout cas l'objectif de conquête russe en Ukraine, est atteint. En tout cas, temporairement atteint, parce que quand tu dis les choses sérieuses n'ont pas commencé, en fait, les choses ont commencé en 2014 et même un peu avant. C'est là que ça a commencé. Dans le Donbass, l'annexion de la Crimée. Ensuite, la guerre ouverte depuis le mois de février, avec souvent une forme de boursouflure verbale de Vladimir Poutine, qui pouvait parfois compenser des grandes difficultés militaires sur le terrain, qui en l'espèce survient au moment où il y a quand même quelques gains, effectivement, dans ce qui était au moins le but minimal, c'est-à-dire le Donbass dans son intégralité. Et donc moi je retiens quand même que le mot négociation est prononcé. Et quand on écoute les experts militaires, il semblerait que si on séquence les choses, la Russie, sous un faux nez, avait pris une partie du Donbass en 2014, un peu avant. Cette fois-ci, de manière ouverte, elle en prendrait l'intégralité à son compte. Et peut-être que plus tard, elle relancera tout ça, si toutefois les Ukrainiens la laissent faire et les Occidentaux en soutien des Ukrainiens. Le mot négociation n'est pas à sous-estimer. Et je pense que Vladimir Poutine, qui de toute façon à ce stade n'a pas atteint ses buts initiaux de guerre, a peut-être besoin de faire de la surenchère verbale à destination de son opinion publique, justement pour préparer d'éventuelles négociations. Faudrait-il encore que les Ukrainiens y soient prêts, Avec il n'est pas sûr. Toute petite nuance, dans le lexique poutinien, négociation est un synonyme de reddition de l'ennemi. Il a toujours dit que les compromis, il considère ça d'ailleurs comme un aveu de faiblesse, il est le mot et la chose, que le compromis, ça ne pouvait être que selon les modalités dictées par Moscou. Je pense que ce n'est pas le concept de négociation tel qu'on l'entend dans la tradition diplomatique. Oui, et puis en fait, ce qu'attendent les Russes, c'est de voir comment vont réagir les Occidentaux sur le long terme. Eux considèrent qu'ils ont le temps, et ce mot négociation peut enfoncer un coin entre les différents alliés occidentaux, qu'ils soient au sein de l'OTAN ou pas. On sait très bien qu'il y a une vision bien plus extrémiste côté États-Unis, côté Grande-Bretagne même, avec le départ de Boris Johnson, et que cette volonté de négociation, elle est par exemple apparue dans le plan proposé par Mario Draghi, le président du Conseil italien. Et là, il se dit qu'il a une carte à jouer entre les Occidentaux qui seraient prêts éventuellement, qui continuaient à discuter avec lui et qui seraient prêts éventuellement à appuyer ces négociations, et puis d'autres qui, pour le moment, ne veulent absolument pas entendre parler. Ceci dit, ces buts de guerre, tels qu'on les a compris, c'est à minimum la conquête totale du Donbass. Or, pour le moment, dans l'oblast de Donetsk, il est très très loin du compte, et on peut même penser, avec cette pause opérationnelle qui oblige à recomposer les régiments, à réparer le matériel, à faire aussi acheminer les obus, parce que quand on tire de 20 à 30, 40 000 obus par jour, eh bien, il faut bien que ces obus, ils arrivent jusque sur le front, et il semblerait qu'aujourd'hui, ce soit de plus en plus compliqué, d'autant plus que les Ukrainiens, avec le matériel occidental, ont réussi à faire des frappes en profondeur sur des dépôts d'armement russes. Au niveau de ce qui se passe en Amérique, vis-à-vis de cette situation et du soutien du peuple américain pour la guerre en Ukraine, il y a un sondage qui est sorti
hier, je crois, extrêmement intéressant. Le soutien des États-Unis pour l'Ukraine était très haut au tout début, en février. Il avait baissé au mois de mars, remonté un petit peu au mois de mai, et là maintenant, il a remonté un tout petit peu. Et il y a 37% des démocrates américains qui seraient prêts à sacrifier des vies américaines pour l'Ukraine. Alors ça, il me semble que c'est très important comme développement, parce que j'ai toujours pensé, je me trompe peut-être, mais que si on veut vraiment que l'Ukraine gagne contre la Russie, si on veut vraiment atteindre cet objectif qui était de mettre la Russie à genoux, je ne vois pas comment, je ne suis pas une experte militaire, bien entendu, mais je ne vois pas comment l'Ukraine pourrait y arriver toute seule. Et j'ai toujours pensé qu'à un moment donné, il faudrait que les Américains se décident à en faire plus. Et s'il y a 37% des démocrates qui seraient prêts à envoyer des boys, comme on dit, des militaires américains sur place, c'est quand même une indication très importante. Alors, un militaire, on en a un avec nous, il s'appelle Pierre Lejonc, il est colonel, vice-président de l'Institut TEMI, spécialiste de géopolitique. Vous avez entendu ce qui vient d'être dit. Évidemment, si des militaires américains venaient officiellement à entrer en Ukraine pour participer directement ou indirectement à ce conflit, on changerait de sphère, là. Alors, je pense que ce n'est pas d'actualité. Peut-être dans le moyen, dans le long terme, il y a peut-être des programmes ou des plans qui ont été travaillés pour le faire, mais je pense que ce n'est pas d'actualité très concrètement, pour toute une série de raisons, entre autres parce qu'il y a des élections de mid-term aux États-Unis et qui interdisent aujourd'hui tout engagement des Américains sur le terrain. Par contre, on peut imaginer qu'il y ait très concrètement une accélération du processus de livraison d'armes, puisque les Ukrainiens réclament à corps et à cri de l'armement de longue portée. Ils commencent à en avoir un petit peu, ils n'en ont pas suffisamment, bien évidemment, mais ils peuvent effectivement accélérer la dotation en munitions et en armement. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir dans la déclaration récente de Poutine, qui était clairement une menace, mais on voit que Poutine matérialise son envie d'être le maître du temps, le maître des horloges. C'est lui qui gère à la fois le monde militaire, enfin l'organisation militaire, les combats sur le terrain, bien évidemment, puisque là, il vient de faire une pause, donc c'est lui qui décide à quel moment on fait la pause et personne d'autre. Et puis, on voit bien que ses discours sont orientés très concrètement vers le monde politique, le monde extérieur, vers les opinions publiques internationales. Et là, il est très menaçant, mais il l'est depuis le début. Rappelez-vous ces menaces sur les missiles nucléaires, rappelez-vous les menaces sur, on va mettre 45 secondes pour atteindre Londres ou Paris, etc. Donc ça fait partie de la diatribe russe. Je pense très concrètement qu'aujourd'hui, les Russes ont besoin d'une pause, puisque leur armée aujourd'hui, encore une fois, elle n'a pas décrété la conscription générale. Donc, si vous voulez, ils ont des problèmes d'effectifs, des problèmes de matériel, des problèmes de recomplètement, comme le disait fort justement Vincent Hugeux il y a quelques secondes. Donc, c'est une armée qui a besoin de souffler. Et comme elle a besoin de souffler, elle a besoin de discuter, de créer les conditions pour faire autre chose, parce qu'il est toujours à l'offensive. Ça, c'est un fait. Il ne lâchera pas le dispositif, c'est qu'il ne lâchera pas ses objectifs qui sont de conquérir le Donbass. À quel moment va-t-il négocier ? Il peut négocier. La seule marge de manœuvre qu'il ait dans la négociation, c'est de lâcher globalement, je dirais, la rive droite du Dniepr contre le Donbass, en tout cas ce qu'il en restera. C'est la seule négociation potentielle. Après, vous avez éventuellement la sortie du blé. Donc on voit qu'on rentre peut-être, grâce à ces menaces, on rentre peut-être dans une phase de discussion, de négociation, pour pouvoir trouver éventuellement une solution. Peut-être pas de sortie, en tout cas de stabilisation. Quand on voit en tout cas ce qui se passe en ce moment même en Indonésie, on a du mal à voir les Russes négocier, puisque, je vous le disais tout à l'heure, Sergueï Lavrov a quitté la salle lors de la prise de parole de son homologue ukrainien. Il a à nouveau quitté la salle lors de la prise de parole de la chef de la diplomatie allemande, Vladimir Poutine, qui dit aussi ces dernières heures, si les Occidentaux veulent battre la Russie, qu'ils essaient. J'aimerais vous faire écouter une autre déclaration et vous faire réagir juste après. Celle-là vient du président de la Douma. La Douma, c'est le Parlement russe. En réponse aux sanctions américaines, voici ce qu'il dit. Америка пускай всегда помнит, там есть часть ее территории, Аляска. Вот когда они начинают пытаться распоряжаться нашими ресурсами за границей, прежде чем это делать, подумают, что нам есть что тоже возвращать. Voilà, dans la foulée, la réaction, ça nous fait sourire, mais c'est sérieux malheureusement, du gouverneur de l'Alaska, lui dit « bonne chance avec ça, nous avons des centaines de milliers de citoyens d'Alaska, armés et des militaires qui verront les choses différemment ». On est toujours dans cette
comment dirais-je, les mots sont de plus en plus directs, de plus en plus violents, les menaces sont de plus en plus claires. Oui, mais là, il y a une cohérence, parce qu'au fond, Poutine s'est trompé sur l'Ukraine. Il pensait que c'était pas un peuple et qu'ils allaient fléchir en 2 temps 3 mouvements. Il s'est trompé, et les Ukrainiens réagissent très vaillamment, héroïquement, et nous les aidons. Bon. Mais l'ennemi principal, c'était l'Occident, de toute façon. C'est le mode de vie européen. Il ne fallait pas que l'Ukraine se rapproche trop de l'Union européenne. C'est l'OTAN, c'est l'Amérique. Et donc, c'est dans une continuité. Mais je dirais, là encore, on est vraiment dans la logorée verbale. Parce que la Russie de Poutine, elle est forte avec les faibles. Voilà. Elle s'est attaquée dans son environnement immédiat, la Syrie, etc. Là, elle s'attaque à l'Ukraine. Elle ne s'attaquera jamais aux États-Unis d'Amérique. Parce que alors là, franchement, elle serait en grande difficulté. Vous savez que jusqu'au 24 février dernier, beaucoup de gens disaient la même chose. La Russie ne s'attaquera jamais à l'Ukraine, y compris Volodymyr Zelensky, qui demandait aux Américains d'arrêter de mettre de l'huile sur le feu. Je schématise un peu. Mais ceux qui disent ça avec grand tort, parce que comment pouvait-il dire ça alors qu'elle s'était déjà attaquée à l'Ukraine, enfin, en 2014, et donc sous un faux nez, certes, qu'elle avait annexé. Qu'elle préparait cette grande offensive. La probabilité, et d'ailleurs les Américains ne s'étaient pas trompés, ils nous disaient elle va attaquer, c'est surtout les Européens qui avaient tort, et y compris chez nous en France, qui disaient que ça n'arriverait pas. Non, simplement, ce que ça manifeste, c'est qu'on est dans une situation d'asymétrie militaire et politique. Les Russes sont plus forts que les Ukrainiens du point de vue militaire. Et effectivement, si nous ne nous engageons pas, nous, Européens, nous, Occidentaux, sur le terrain, eh bien cette supériorité est quand même manifeste, même si la Russie doit temporiser, ça a été dit. Mais il y a surtout une asymétrie politique. Poutine, il a le temps devant lui. Vous avez mentionné les midterms aux États-Unis, vous avez mentionné un sondage. Oui, ben Poutine, il y a une propagande sur son peuple. Il peut consommer autant de militaires qu'il veut. Il rappellera peut-être les conscrits, et quand ils se feront tuer, on ne saura peut-être même pas combien de conscrits se seront fait tuer in fine. Donc ils ont le temps pour eux, j'allais dire. D'un point de vue politique, ils n'ont pas les embarras que nous pouvons avoir, nous, avec l'éventuelle lassitude de nos opinions publiques, leur réticence à aller se faire tuer sur le terrain. Parce qu'on est maintenant face à une dictature clairement assumée. On ne joue pas avec les mêmes règles, hein, c'est ce qui est dit. D'abord, sur le fantasme arctique du patron de la Douma, la chambre basse du Parlement, il ne faut pas oublier que cette Douma a toujours été, depuis le début, d'ailleurs, la chambre d'écho des hyperboles agressives de Moscou. Bon, donc là aussi, il y a matière quand même à nuancer. Puis, le maniement de l'histoire, et on sait qu'en la matière, Poutine et son orchestre sont un peu des virtuoses de l'imposture historique. Si on regarde un peu ce qui s'est passé, en 1867, eh bien, le tsar de toutes les Russies, qui est Alexandre II à l'époque, il vend. Il n'y a pas de conquête militaire. L'Alaska... 7 millions, je crois. 7,2 millions de dollars de l'époque. Pas loin. Pourquoi ? Parce qu'il a un ambassadeur à Washington, un certain Edward de Stockel, d'origine autrichienne, qui envoie des notes à Moscou en disant « Ceci, l'Alaska est d'une importance tout à fait secondaire, c'est intenable, nous ne sommes pas en mesure de coloniser, et nous avons d'autres priorités qui sont nos côtes asiatiques, je cite, c'est un rapport diplomatique de l'époque, et la zone Pacifique, c'est-à-dire un retournement assez fascinant par rapport aux priorités géostratégiques des États-Unis d'aujourd'hui. Donc, l'idée même qu'il puisse y avoir ne serait-ce qu'une amorce d'agression militaire sur l'Alaska est complètement fantasmatique. Et n'oublions pas non plus qu'au moment de la guerre froide, l'Alaska est une sorte de tête de pont occidentale et que c'est une zone extrêmement militarisée. Donc là, on est vraiment, vraiment dans le délire. Il faut peut-être ajouter, puisque nous parlons d'histoire, qu'à l'époque de l'achat de l'Alaska, il y avait beaucoup d'Américains qui étaient contre. On avait surnommé l'Alaska Seward's Fridge, le frigidaire de Seward, qui était le secrétaire d'État à l'époque. Et les Russes, par contre, avaient, tant qu'à faire, puisqu'ils veulent récupérer l'Alaska, les Russes avaient des comptoirs de commerce jusqu'à San Francisco. Il y a eu pendant très longtemps des comptoirs de commerce russes jusqu'à San Francisco qui faisaient du commerce, surtout dans les fourrures, bien entendu, venant du Canada, etc. Donc on s'attend à ce que le chef de la Douma nous dise non seulement qu'ils veulent récupérer l'Alaska, mais également la Californie. Bon. Mais comme le disait monsieur à l'instant, c'est peut-être l'État des États-Unis où il y a le plus de sensors, détecteurs ou de signaux de points d'alerte. Oui. De points d'alerte. 100 km seulement entre la Russie et les États-Unis à ce niveau-là. Pierre Lejean, vous y croyez-vous à ces menaces russes sur l'Alaska ou sont des rodomontades et il ne faut pas y prêter plus d'attention que ça ?
Alors, à la fois, c'est une région extrêmement militarisée du côté États-Unis, à l'Alaska, mais c'est également une région sous-militarisée de l'autre côté, puisqu'en fait, c'est la Russie asiatique et qui tend plutôt à être sous contrôle ou en tout cas sous influence de la Chine, plutôt que de la Russie. Aujourd'hui, la Russie est clairement concentrée dans l'ouest du pays. Donc, je pense que effectivement, c'est une blague. Par contre, ce qui est intéressant, c'est pourquoi fait-il cette blague? On voit bien qu'il utilise en fait une vieille technique politique. Patton disait à l'époque que lorsqu'on parle de logistique, je parle de tactique, et lorsqu'on parle de tactique, je parle de logistique. Mais il fait la même chose. On voit bien que globalement, l'ensemble de ces déclarations un peu fracassantes, qui n'ont pas vocation, si vous voulez, être très sérieuses, mais ces déclarations ont ont un objectif concrètement, c'est qu'on parle de lui, on parle de sa politique, on parle de son dynamisme politique quelque part. Et on oublie de parler du Donbass, de Kramatorsk, etc. Donc on voit bien qu'il essaye de décaler, si vous voulez, le plan de nos préoccupations sur un autre plan, sur un plan stratégique, et c'est le plan qui aujourd'hui n'intéresse ni les Ukrainiens ni les combattants. On est sur un autre modèle. Et là, encore une fois, Poutine est plutôt très fort, puisqu'on va parler de ça pendant globalement une petite semaine, jusqu'à ce qu'il présente son prochain missile ou ses prochains objectifs stratégiques. Il bascule en permanence de la stratégie à l'opératif, au tactique. Et ça, c'est vraiment très intéressant, parce que ça lui donne la capacité à maîtriser le discours politique et surtout à être, encore une fois... Merci Pierre de Jong, merci pour votre analyse. Vous restez avec nous, on va continuer de parler de tout ça.